Ce soir-là, ma fille m'a pris le bras, m'a entraîné vers le fond du théâtre des Lanternes et m'a dit à voix basse, les dents serrées, les yeux qui fuyaient les miens, « Si quelqu'un te demande qui tu es, dis que tu travailles à l'entretien. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. Je tenais mon invitation froissée dans ma main droite, et j'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine, comme une pierre dans une eau calme. Ma propre fille. 46 ans. Le soir du plus grand prix de sa carrière. Et elle avait honte de moi. Ce que Liora ne savait pas encore, ce que personne dans cette salle dorée ne savait encore, c'est que la fondation qui allait lui remettre ce prix ce soir-là existait, parce que moi, cette vieille femme au manteau usé et au sac trop simple, je l'avais financée pendant 15 ans avec mes économies, mes coutures du soir et mes dons anonymes. Ce que ma fille allait découvrir dans moins d'une heure, c'est que sa première inscription dans le monde de la culture, celle qui avait lancé toute sa carrière, avait été payée par le fonds que j'avais créé en secret après la mort de mon mari Anatole. Elle allait monter sur scène pour recevoir un trophée. Et c'est mon nom que la présentatrice allait appeler en premier. Je m'appelle Évangéline Rocheret. J'ai 79 ans. J'habite au numéro 11 de la rue Saint-Georges, à Cambrai, dans un appartement ancien au-dessus d'une boutique de tissus fermée depuis longtemps. Mes mains ont des taches brunes maintenant, et mes genoux protestent quand je monte les escaliers. Mais ces mains-là ont cousu des centaines de costumes, réparé des dizaines de décors, et signé en silence les chèques qui ont permis à des femmes adultes de croire en leur talent quand personne d'autre ne le faisait. Avant d'aller plus loin, je dois reprendre mon souffle, parce que même aujourd'hui, en vous racontant cette nuit, ma gorge se serre encore. Dites-moi, vous qui m'écoutez en ce moment, d'où regardez-vous cette histoire? Quelle est votre ville, votre région? Est-ce qu'il fait nuit chez vous? Laissez-moi un commentaire, parce que je lis chacun d'entre eux, et savoir que vous êtes là quelque part dans le monde, ça compte pour cette vieille femme. Si quelque chose dans ces premiers mots vous a déjà touché au cœur, appuyez sur ce bouton « J'aime », s'il vous plaît. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Des histoires vraies. Des histoires qui font mal et qui font du bien en même temps. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que ce que j'ai à vous raconter ne fait que commencer. Cambrai, dans le nord de la France, est une ville qui a appris à vivre avec ses cicatrices. Les guerres l'ont traversée, les siècles l'ont marquée, et pourtant, elle se lève chaque matin avec cette dignité tranquille des villes qui savent ce que souffrir veut dire. Moi, je suis faite de la même étoffe. Je suis née ici, j'ai grandi ici, et c'est ici que j'ai tout perdu et tout reconstruit, plus d'une fois. Ma mère s'appelait Georgette. Elle repassait des chemises pour d'autres familles et elle chantait en travaillant. Mon père, Édouard, était tailleur de pierre. Il rentrait le soir avec de la poussière blanche dans les sourcils et un sourire que rien ne semblait pouvoir effacer. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions le sens de ce qui compte. Ça, personne ne peut vous l'enlever. On vous l'apprend ou on ne vous l'apprend pas, et mes parents me l'ont appris à force d'exemples, sans jamais prononcer le mot dignité, parce que les gens qui la possèdent vraiment n'ont pas besoin d'en parler. J'ai rencontré Anatole Rocheret un soir de novembre, au Théâtre des Lanternes, lors d'une représentation de fin d'année de l'école de musique municipale. Il était technicien d'éclairage, et je l'ai vu travailler dans les coulisses avec une concentration qui m'a arrêté net. Il ne cherchait pas à être vu. Il cherchait à faire que les autres soient vus le mieux possible. J'ai su ce soir-là que cet homme-là et moi, nous étions de la même espèce. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard, dans la chapelle Saint-Martin, par un samedi de mars qui sentait la pluie froide et les lilas trop pressés de fleurir. Nous avons été heureux, vraiment heureux, de cette façon discrète et solide qui ne fait pas de bruit mais qui dure. Liora est née 3 ans après notre mariage. Elle était curieuse, vive, avec des yeux qui cherchaient toujours quelque chose de plus loin que ce que les autres voyaient. Elle a grandi dans les coulisses du Théâtre des Lanternes, comme d'autres enfants grandissent dans des jardins. Elle connaissait l'odeur des vieux rideaux de velours, la façon dont la lumière changeait selon les saisons sur la scène, le bruit des cintres qu'on remonte le soir après le spectacle. Ce théâtre était notre maison autant que l'appartement de la rue Saint-Georges. Et moi, j'y travaillais dans l'ombre, comme Anatole, avec le même soin, la même discrétion, le même amour pour ce que nous faisions sans jamais demander à être applaudis. Anatole est mort un mardi matin de février,
7 ans avant cette nuit de remise de prix. Une défaillance cardiaque, simple et brutale, comme une lumière qu'on éteint sans avertissement. Il était assis dans son fauteuil, une tasse de café à la main, et quand je suis venu lui dire que le petit déjeuner était prêt, il était déjà parti. Je n'ai pas crié. Je me suis assise à côté de lui, j'ai pris sa main qui était encore tiède, et je lui ai parlé pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je lui ai dit que je m'occuperais de tout, que je continuerais, que je trouverais une façon de faire que sa vie ait laissé quelque chose de beau dans le monde. C'est comme ça qu'est né le fonds Anatole Rocheret. Avec mes économies de toute une vie, mes petits revenus de couture, et la conviction qu'il y avait des femmes adultes à Cambrai et dans la région qui avaient du talent et pas les moyens de le faire exister. Le fonds finançait des inscriptions à des formations culturelles, des premiers projets artistiques, des bourses pour des essais, des costumes pour des représentations, tout en silence. Tout sans signature visible. Parce que je ne voulais pas que les bénéficiaires se sentent redevables. Je voulais qu'elles croient que c'était possible, pas qu'elles me soient obligées. Ce que je ne savais pas, pendant toutes ces années, c'est que Liora avait été l'une des premières à bénéficier de ce fonds. Quand elle avait 23 ans, au tout début de sa vie d'adulte, elle avait soumis un dossier pour un premier projet de production culturelle. Elle n'avait pas d'argent, pas de réseau, pas de nom. Le fonds avait financé son inscription, son matériel de base, ses premiers déplacements professionnels. Elle avait reçu une lettre d'acceptation signée par un administrateur, sans jamais savoir que derrière ce fonds, il y avait sa mère. Et moi, je n'avais jamais fait le rapprochement publiquement, parce que je traitais tous les dossiers avec la même neutralité, la même absence de favoritisme. Liora avait eu cette aide parce qu'elle le méritait, pas parce qu'elle était ma fille. Elle était devenue, avec le temps, une productrice culturelle reconnue dans le nord de la France. Son nom apparaissait dans les programmes, dans les articles de presse régionale, dans les discours de fin d'année des institutions culturelles. Elle avait du talent, vraiment. Je n'ai jamais nié ça. Mais elle avait aussi eu une chance que d'autres n'avaient pas eue, et cette chance avait un nom, un visage, une adresse au numéro 11 de la rue Saint-Georges. Le prix des Voix nouvelles du Nord était décerné chaque année par une association culturelle régionale dont faisait partie le Théâtre des Lanternes. C'était une remise de prix sérieuse, avec un jury présidé par Cyprien Duhamel, 63 ans, homme de théâtre respecté dans toute la région, et une cérémonie organisée avec soin par Ambroise Gallet, directeur du théâtre depuis 22 ans, que je connaissais depuis qu'il était régisseur adjoint et qu'il venait me demander si j'avais du fil noir pour recoudre un bouton de costume manquant. C'est Ambroise qui m'avait contacté, 6 semaines avant la cérémonie, pour me dire que le jury avait décidé de révéler publiquement le nom de la fondatrice anonyme du fonds. La décision avait été prise à l'unanimité. Il voulait que je sois présente ce soir-là, sur scène, pour recevoir une plaque de reconnaissance gravée à mon nom. J'avais hésité. Longtemps. Je n'avais pas créé ce fonds pour être vu. Mais Ambroise m'avait dit quelque chose qui m'avait convaincu. Il m'avait dit que parfois, les gens qui travaillent dans l'ombre rendent un mauvais service aux jeunes générations en restant invisibles. Parce que les jeunes finissent par croire que le succès se construit seul, sans aide, sans filet, sans les mains silencieuses qui ont préparé le terrain. Montrer que le fonds avait un visage, avait une histoire, avait une origine dans le deuil et dans l'amour, c'était peut-être plus utile que de continuer à se cacher. J'avais accepté. Je n'avais pas dit à Liora que mon nom serait appelé ce soir-là. Je pensais lui faire la surprise. Je pensais que ce serait un beau moment entre nous, quelque chose que nous pourrions partager, même si nos relations s'étaient un peu compliquées depuis qu'elle avait commencé à fréquenter des milieux où mon manteau usé et ma façon de parler sans fioriture semblaient dépareillés avec le décor. Je lui avais envoyé un message simple pour lui dire que j'avais reçu une invitation et que je serais dans la salle pour la soutenir. Elle m'avait répondu « D'accord, mais ne te mets pas au premier rang. Il y a des places réservées aux partenaires et au jury. » J'avais noté le ton, mais je m'étais dit que c'était le stress, l'excitation, la pression de cette soirée importante. Je m'étais dit que je connaissais ma fille. Le soir de la cérémonie, je m'étais habillée avec ce que j'avais de plus convenable. Un manteau gris anthracite, une robe bleu marine que j'avais cousue moi-même il y a quelques années, mes chaussures noires à petits talons que je gardais pour les grandes occasions. Mirette Duvanel, mon amie de 74 ans, avait proposé de m'accompagner, mais j'avais refusé.
J'avais l'impression que cette soirée devait être entre Liora et moi, d'une façon ou d'une autre. J'avais pris le bus numéro 7 jusqu'à la place du marché aux bois, et je m'étais arrêté un moment devant la façade du théâtre des lanternes, avec ses fenêtres illuminées et ses guirlandes d'ampoules blanches qui lui donnaient l'air d'une boîte à bijoux ouverte dans la nuit froide de novembre. J'étais arrivé 20 minutes avant le début de la cérémonie. Le hall d'entrée était déjà plein de monde, de voix, de parfums mélangés, de robes qui scintillaient sous les lustres. Des photographes circulaient avec leurs appareils. Des groupes se formaient et se défaisaient autour de coupes de champagne. Je cherchais Liora du regard quand je l'ai vue arriver par la porte latérale, entourée de Bastien Merlier, son compagnon de 52 ans, et de 3 personnes que je ne connaissais pas, des collègues sans doute, des partenaires professionnels. Elle portait une robe bordeaux, et elle avait les cheveux relevés d'une façon que je ne lui connaissais pas. Elle était belle. Elle riait de quelque chose que l'un des hommes venait de dire. Et puis elle m'a vue. Son sourire n'a pas disparu d'un coup. Il s'est juste suspendu, comme une image qui se fige. Elle a dit quelque chose à Bastien, puis elle a traversé la salle vers moi, et j'ai cru un instant qu'elle allait m'embrasser, me prendre par le bras, me présenter à ses collègues. Mais elle s'est arrêtée à un pas de moi, m'a pris le coude doucement et m'a entraîné vers le côté, derrière un pilier, là où personne ne nous voyait. « Maman !» Sa voix était basse, contrôlée. « Qu'est-ce que tu as mis ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mon manteau, ma robe, et j'ai senti quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Si quelqu'un te demande qui tu es ce soir, dis que tu travailles à l'entretien du théâtre, d'accord ? Je t'expliquerai après. Il y a des gens importants ici, et je ne veux pas... Elle s'est arrêtée. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin de la finir. Je tenais mon invitation dans ma main droite. Cette invitation qu'Ambroise m'avait envoyée avec une petite note manuscrite pour me dire qu'il était heureux et fier que je sois là ce soir. Je l'ai regardée. J'ai regardé ma fille. Et puis j'ai fait quelque chose qui l'a peut-être surprise. Je lui ai souri. « Va rejoindre tes collègues, Liora. » C'est tout ce que j'ai dit. Elle a attendu une seconde, comme si elle cherchait autre chose sur mon visage. Elle n'a rien trouvé. Alors elle est repartie, et je l'ai regardée traverser le hall, reprendre son sourire, retrouver son groupe et disparaître dans la lumière dorée de la salle principale comme si de rien n'était. Moi, je me suis dirigée vers le fond du théâtre, vers les derniers rangs, près de la sortie latérale. Je me suis assise dans le fauteuil le plus discret que j'ai pu trouver. J'ai posé mon sac sur mes genoux. J'ai regardé les lustres au plafond, ces lustres qu'Anatole avait entretenus pendant des années, dont il connaissait chaque ampoule, chaque fixation. Et j'ai attendu. Dans la salle qui se remplissait autour de moi, personne ne me regardait. Des gens passaient, s'installaient, échangèrent des cartes de visite et des embrassades. Liora était au premier rang avec Bastien. Je voyais son profil de loin, ses cheveux relevés, la façon dont elle se penchait vers les gens pour les saluer. Ma fille, 46 ans, qui allait recevoir ce soir le prix le plus important de sa carrière, et qui m'avait demandé de dire que j'étais de l'entretien. La douleur n'était pas explosive. Elle était dense, lourde, posée quelque part sous le sternum, comme ces pierres que les enfants ramassent au bord des rivières et qu'ils gardent dans leur poche jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. J'avais déjà connu cette douleur-là. Pas avec Liora, pas de cette façon, mais je la reconnaissais. C'est la douleur d'être rendu invisible par quelqu'un qui vous aime, ou qui devrait vous aimer, ou qui croit vous aimer sans avoir jamais vraiment regardé ce que vous êtes. Isée Talmont, la présentatrice de la soirée, 44 ans, s'avançait vers le microphone au centre de la scène. Elle avait une voix claire, posée, le genre de voix qui sait porter les silences autant que les mots. La cérémonie commençait, et moi, dans mon fauteuil du fond, j'attendais ce que je savais venir. Ce que Liora ne savait pas encore. Ce que la salle entière allait découvrir dans quelques minutes. Mon invitation froissée dans mes mains. Mon nom gravé dans le bois d'une plaque que je n'avais pas encore vue. Et quelque part dans ma poitrine, sous la pierre lourde de la douleur de ma fille, quelque chose d'autre que je n'arrivais pas encore à identifier. Quelque chose qui ressemblait à une vieille promesse faite à un homme aux yeux doux, mort un mardi matin de février, une tasse de café encore chaude à la main. Je lui avais dit que je continuerais.
Je lui avais dit que je trouverais une façon de faire que sa vie ait laissé quelque chose de beau dans le monde. Cette nuit-là, au Théâtre des Lanternes, sur la scène qu'il avait éclairée pendant 30 ans, la réponse à cette promesse était en train de se préparer dans les coulisses, là où nous avions toujours travaillé, Anatole et moi. Dans l'ombre, sans bruit, comme il se doit. Si vous êtes encore là avec moi, si vous avez senti quelque chose en écoutant ces premières minutes, je vous demande quelque chose de simple. Laissez-moi un commentaire avec le nom de votre ville, juste votre ville. Je veux savoir d'où vient cette écoute ce soir. Et s'il est tard chez vous, si vous écoutez ça dans le noir, avant de dormir, dites-le moi aussi. Vous n'imaginez pas à quel point ça compte. Appuyez sur ce j'aime si vous êtes encore là. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Je continue. La cérémonie s'était ouverte avec un discours de bienvenue d'Ambroise Gallet. Je le regardais de loin, cet homme que je connaissais depuis si longtemps, et je voyais dans sa façon de tenir le microphone qu'il savait ce qui allait se passer ce soir. Il avait ce sérieux particulier des gens qui portent un secret important et qui savent que dans quelques instants, ce secret va changer quelque chose pour tout le monde dans la pièce. Il a parlé du Théâtre des Lanternes, de son histoire, des 53 ans de représentation, de formation, de première fois et de découverte. Il a parlé du prix qui allait être remis ce soir comme d'une reconnaissance non seulement d'un talent individuel, mais d'un parcours, d'une façon de faire exister la culture dans une région qui en a besoin. Et puis, il a dit quelque chose qui n'était pas dans le programme habituel. Il a dit qu'avant la remise du prix principal, la soirée allait honorer une personne dont le nom était resté dans l'ombre pendant 15 ans et que cette personne, sans le savoir, avait changé la trajectoire de nombreuses carrières dans cette salle. Il n'a pas dit mon nom, pas encore. Mais j'ai vu Liora se redresser légèrement dans son fauteuil du premier rang, tourner la tête vers Bastien avec une expression que je ne pouvais pas lire de là où j'étais. Les premiers prix avaient été remis. Des applaudissements, des sourires, des photos. Issé Talmont conduisait la cérémonie avec une fluidité professionnelle, l'art de relier les moments sans jamais laisser l'attention se dissoudre. Je regardais tout ça depuis le fond de la salle avec un calme qui m'étonnait moi-même. Peut-être parce que j'avais passé ma vie entière dans les coulisses, à regarder les lumières de la scène de loin. Peut-être parce que la douleur que Liora avait posée dans ma poitrine 1 heure plus tôt avait fini par trouver sa place, comme toutes les douleurs finissent par trouver leur place si on les laisse faire. Je pensais à Anatole. Je pensais à la façon dont il regardait la scène depuis les cintres, assis sur son escabeau, vérifiant les angles de lumière avec cette concentration tranquille qui était toute sa façon d'être au monde. Je pensais à nos soirées après les spectacles, quand la salle s'était vidée et que nous rangions ensemble, lui les câbles et les projecteurs, moi les costumes et les accessoires, et que nous repartions à pied jusqu'à la rue Saint-Georges avec la satisfaction silencieuse de ceux qui ont bien fait leur travail sans que personne n'ait eu à les remercier. C'est comme ça que je voulais vivre, c'est comme ça que j'avais vécu, jusqu'à cette nuit. Issé Talmont reprit le microphone avec un changement de ton imperceptible pour la plupart, mais que je perçus clairement. Elle s'adressa au public avec ce mélange de chaleur et de gravité qui signale qu'on va parler de quelque chose d'important. Elle expliqua que le fonds Anatole Rocheret, créé il y a 15 ans, avait permis de financer des dizaines de projets culturels dans la région, des bourses de formation, des inscriptions à des résidences artistiques, des costumes pour des premières représentations. Que ce fonds avait été tenu dans un anonymat complet par sa fondatrice, qui avait refusé pendant toutes ces années que son nom soit associé publiquement à son action. Que le jury avait décidé, cette année, que cet anonymat avait assez duré, et qu'il était temps que cette femme reçoive, au moins une fois, les applaudissements qu'elle avait toujours refusé de réclamer. Je sentis mon cœur se soulever légèrement. Pas de fierté vaniteuse. Quelque chose de plus simple et de plus profond. Le sentiment d'une boucle qui se referme. Le sentiment qu'Anatole pouvait m'entendre de là où il était. Ambroise s'avança vers le bord de la scène avec une plaque en bois sombre que je reconnus immédiatement. Elle provenait de l'atelier de menuiserie du théâtre. Je l'avais vue fabriquer des dizaines de fois. Sur cette plaque, je savais maintenant que mon nom était gravé. Fondatrice du fonds Anatole Rocheret. Avec les années. Avec les mots qu'ils avaient choisis pour résumer 15 ans de chèques silencieux et de lettres d'acceptation signées par d'autres. Issé Talmont prit une longue respiration avant de prononcer les mots que j'attendais. Et quand elle les prononça,
Sa voix porta jusqu'au fond de la salle, jusqu'à mon fauteuil discret près de la sortie latérale, avec une clarté absolue. « Madame Évangéline Rocheret, pourriez-vous nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît ?» Il y eut un moment de silence. Un de ces silences qui durent exactement le temps nécessaire pour que quelque chose change dans une pièce. Puis la salle commença à se retourner, à chercher, à murmurer. Des têtes qui pivotaient, des regards qui balayaient les rangs. Qui était Évangéline Rocheret? Où était-elle? Et moi, dans mon fauteuil du fond, j'ai pris mon sac, je me suis levé doucement, et j'ai commencé à marcher vers la scène. J'ai vu le moment où Liora m'a reconnu. Pas immédiatement. D'abord, elle cherchait, comme tout le monde, une inconnue qui allait sortir de quelque part. Et puis, parce que la femme qui avançait dans l'allée centrale portait un manteau gris anthracite et une robe bleu marine qu'elle connaissait, quelque chose s'est figé dans ses yeux. Sa bouche s'est ouverte légèrement. À côté d'elle, Bastien a baissé la tête. Je n'ai pas regardé ma fille plus longtemps que ça. Je regardais la scène devant moi. Je regardais les marches qui menaient au plateau. Je regardais Isée Talmont qui m'attendait avec un sourire que je n'oublierai jamais. Et je montais. Mes jambes étaient fermes. Ma respiration était calme. 79 ans, et j'avais l'impression de marcher sur quelque chose de solide pour la première fois depuis longtemps. Cyprien Duhamel s'avança avec le document de reconnaissance. Ses 63 ans portaient la sérénité de quelqu'un qui a consacré sa vie au beau et au vrai. Il me salua avec une déférence qui me toucha plus que je ne l'aurais cru. Et puis, il commença à lire. Il lut les chiffres, les années, les projets financés, les femmes aidées. Il lut l'histoire du fonds, sa création dans les mois qui avaient suivi la mort d'Anatole, la décision de ne jamais révéler l'identité de la fondatrice pour que les bénéficiaires reçoivent l'aide comme un droit et non comme une faveur. Il lut quelque chose que je n'avais pas prévu, la liste des premières bénéficiaires par année avec leur projet. Et dans cette liste, à la 3e année d'existence du fonds, il y avait un nom que tout le monde dans cette salle reconnut. Liora Rocheret. Premier projet de production culturelle. Financement intégral de l'inscription, du matériel initial et des déplacements. Accordé sur dossier à l'unanimité pour mérite artistique. Le silence qui suivit ce moment-là était d'une qualité différente. Ce n'était plus le silence de l'attente. C'était le silence de la compréhension. Le silence de quelque chose qui s'installe et qu'on ne peut plus défaire. Je tins la plaque dans mes mains. Elle était plus lourde que je ne l'imaginais. Le bois était lisse, tiède presque, comme si les mains d'Ambroise l'avaient réchauffé pendant des semaines. Mon nom y était gravé avec soin. Évangéline Rocheret. Ces 2 mots sur ce bois sombre. Toute une vie réduite à ces 2 mots. Et pourtant, tout y était. Tout Anatole y était. Toutes les soirées à coudre à la lampe. Tous les chèques écrits le cœur serré par peur de ne pas avoir assez. Toutes les lettres d'acceptation envoyées sans signature lisible. J'avais 79 ans. J'étais debout sur la scène du théâtre des Lanternes. Et ma fille était dans la salle, quelque part, avec la vérité de toute sa carrière qui était en train de changer de forme dans ses mains. Je n'avais pas préparé de discours. Je n'avais jamais été bonne pour les discours. Mais quand Issé me tendit le microphone avec cette douceur qui invitait sans imposer, j'ai trouvé des mots, simples, sans ornement, les mots que j'aurais dit à Anatole s'il avait été là. J'ai dit que ce fonds n'était pas mon œuvre, que c'était la nôtre, que tout ce qu'il avait éclairé pendant 30 ans depuis les cintres de ce théâtre, j'avais essayé de continuer à l'éclairer à ma façon, depuis le bas. Que je remerciais le jury de me montrer que parfois les lumières qu'on croit éteintes continuent de briller quelque part, même quand on n'est plus là pour les voir. Que je dédiais cette plaque à toutes les femmes qui avaient reçu une aide du fonds sans jamais savoir qu'une vieille couturière de Cambrai croyait en elles. Les applaudissements qui montèrent de la salle étaient chauds, sincères, de ceux qui naissent d'un endroit réel dans les gens. Je descendis de la scène avec ma plaque. Je retournai vers le fond de la salle. Et c'est là que je vis Liora se lever de son siège. Je dois m'arrêter une seconde ici, parce que ce qui allait se passer dans les minutes suivantes, dans ce couloir intérieur du théâtre où nous nous sommes retrouvés toutes les deux, c'est quelque chose que je n'ai raconté à personne avant vous. Je veux que vous soyez prêts à l'entendre complètement. Alors dites-moi,
Vous qui êtes encore là, à quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce que quelqu'un est avec vous ou écoutez-vous seul dans votre coin? Laissez-moi un commentaire avec l'heure et votre ville, parce que je veux savoir où vous êtes pendant que je vous confie ça. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a quelqu'un autour de vous, j'en suis sûre, qui reconnaîtra quelque chose dans ce que je vous raconte. Abonnez-vous pour avoir la suite demain. Parce que ce que Liora m'a dit dans ce couloir et ce que je lui ai répondu, c'est maintenant que ça commence vraiment. Ma fille s'était levée de son siège pendant que Cyprien Duhamel lisait le document de reconnaissance. Je l'avais vu du coin de l'œil, depuis la scène, se lever, rester debout un moment comme si ses jambes avaient du mal à décider quoi faire, puis se rasseoir quand Bastien lui avait posé la main sur le bras. Mais quand j'avais descendu les marches de la scène avec ma plaque, elle s'était levée à nouveau. Et cette fois, elle n'avait pas se rassis. Elle avait traversé la salle discrètement, longeant le mur latéral, et m'avait rejointe dans le couloir intérieur du théâtre, ce couloir étroit qui longe les loges et qu'on emprunte quand on veut passer d'un côté à l'autre sans traverser la salle. Je le connaissais depuis des décennies. J'y avais porté des costumes à des dizaines d'acteurs. J'y avais croisé Anatole des centaines de fois, lui avec ses câbles, moi avec mes bobines de fil. Ce couloir sentait la vieille peinture et le bois chauffé par des années de projecteurs. C'était le couloir le plus théâtral du monde, même quand on ne jouait pas. Liora était derrière moi. Je l'avais entendu arriver. Je m'étais arrêté. Je ne m'étais pas retourné tout de suite. J'avais regardé le mur devant moi, les affiches encadrées de spectacles anciens, les visages de comédiens qui avaient été jeunes ici il y a 30 ou 40 ans. Et puis je m'étais retourné. Son visage était défait. Je ne dis pas ça pour me venger. Je dis ça parce que c'est la vérité et parce que voir le visage de mon enfant se défaire comme ça, même après ce qu'elle avait fait ce soir, ça ne fait pas du bien. Ça fait juste mal autrement. Maman. Sa voix n'avait plus rien de la voix contrôlée du hall d'entrée. C'était la voix de Liora à 10 ans, quand elle avait renversé le pot de peinture sur la robe de sa cousine et qu'elle savait que j'étais au courant. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je croyais que c'était une aide de la région, un fonds générique. Je n'avais aucune idée que... Elle s'arrêta. Ses yeux brillaient. Je tins ma plaque contre ma poitrine, les deux mains posées dessus comme on tient quelque chose de précieux ou quelque chose qui vous protège. Je sais que tu ne savais pas, Liora. Alors tu comprends que... Ce que tu savais, ma fille, c'est que j'étais ta mère. Ce que tu savais, c'est que j'étais là ce soir dans cette salle pour te voir recevoir un prix. Ce que tu savais quand tu m'as entraîné derrière ce pilier et que tu m'as demandé de dire que je faisais le ménage, c'est qui j'étais, pas ce que je faisais pour toi en secret. Qui j'étais. Elle ouvrit la bouche, la referma. La question n'est pas que tu ne savais pas la signature du chèque. La question est que tu avais honte de moi avant même de me demander mon histoire. Ce couloir, dans ce moment-là, était aussi silencieux que si le théâtre entier avait retenu son souffle. De l'autre côté de la porte, la cérémonie continuait. On entendait la voix d'Isée Talmont, les applaudissements ponctuels, le bruit du monde qui avance pendant que nous restions là, toutes les deux, dans ce couloir étroit qui sentait la vieille peinture et le bois réchauffé. Liora pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, le genre qui ne demande pas d'attention, qui coule simplement parce que le corps n'arrive plus à retenir. Je la regardais pleurer, et je ne bougeais pas. Pas parce que j'étais cruelle, parce que certaines vérités ont besoin de se poser dans les gens et se précipiter pour les consoler avant que la vérité soit installée, c'est leur voler quelque chose d'important. Ambroise Gallet arriva dans le couloir quelques minutes plus tard, portant une boîte en carton qu'il posa sur le petit rebord contre le mur. Il m'expliqua qu'il avait rassemblé des documents que le théâtre avait gardés au fil du temps, des petites choses qui traçaient l'histoire du fond. Des anciens badges de coulisses à mon nom, des photocopies de correspondances administratives. Et, au fond de la boîte, dans une chemise plastifiée, la première demande de financement jamais acceptée par le fonds Anatole Rocheret. Datée. Signée. Avec le nom de la bénéficiaire écrit en haut à droite de sa propre main, à 23 ans. Liora Rocheret. Ambroise nous laissa seuls avec la boîte.
Liora la prit dans ses mains avec les gestes lents de quelqu'un qui craint de casser quelque chose. Elle ouvrit la chemise plastifiée. Elle regarda sa propre écriture de « il y a 23 ans », cette façon qu'elle avait à l'époque de mettre des petits ronds sur les i, cette façon enfantine et sérieuse à la fois. Elle lut le formulaire du début à la fin, dans ce couloir, sous la lumière froide d'un plafonnier de secours. Et quand elle arriva à la dernière ligne, celle qui portait le cachet d'approbation du fonds avec la mention financée à hauteur de la totalité du dossier, elle posa le papier contre sa poitrine et elle ferma les yeux. Je la laissai faire. Je tenais ma plaque. Je regardais les affiches sur le mur. Quelque part dans les coulisses de ce théâtre, quelque part dans les cintres ou dans les fils électriques ou dans la poussière lumineuse que les projecteurs soulèvent, j'avais l'impression qu'Anatole nous regardait toutes les deux dans ce couloir et qu'il n'était pas triste, qu'il n'était pas fier non plus, qu'il était juste là, avec ses yeux tranquilles, attendant que nous trouvions notre chemin comme il avait toujours attendu que la lumière se pose exactement là où elle devait se poser. Ce soir-là n'était pas une fin. Ce soir-là était un commencement d'un autre genre. Un commencement difficile, douloureux, avec des contours encore flous et une réconciliation qui n'allait pas venir aussi vite que les larmes. Mais un commencement quand même. Et moi, Évangéline Rocheret, 79 ans, appartement au numéro 11 de la rue Saint-Georges, au-dessus d'une boutique de tissus fermée, j'allais rentrer chez moi ce soir, avec ma plaque de bois sous le bras et quelque chose de nouveau dans la poitrine. Quelque chose qui n'était pas encore la paix, mais qui en avait la forme. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5h30 comme toujours. Ce n'est pas une habitude que j'ai choisie. C'est mon corps qui a décidé, il y a des années, que 5h30 était l'heure exacte où le monde avait besoin que je sois debout. Anatole se moquait de moi gentiment. Il disait que j'étais programmée comme les boulangeries, que je devais avoir de la levure dans le sang. Il restait au lit encore 1 heure, lui, avec ce talent particulier des gens qui savent se reposer vraiment, qui ferment les yeux et disparaissent dans le sommeil comme on disparaît dans une eau calme. Ce matin-là, le lendemain de la cérémonie, je me suis levée et j'ai fait ce que je fais tous les matins. J'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai ouvert la fenêtre sur la rue Saint-Georges, qui était encore grise et silencieuse à cette heure, avec juste le bruit d'une poubelle roulante quelque part au bout de la rue et le chant d'un merle invisible installé sur les toits d'en face. J'ai pris mon café, noir, sans sucre, dans la grande tasse bleue qu'Anatole m'avait rapportée d'un voyage à Rouen il y a très longtemps. Et j'ai posé ma plaque de bois sur la table devant moi. Je l'avais rentrée la veille sans la regarder vraiment. Dans le taxi, je l'avais tenue sur mes genoux. Mais mes yeux regardaient par la fenêtre les rues de Cambrai qui défilaient, les vitrines éteintes, les carrefours vides, la ville qui ne savait pas ce qui venait de se passer dans l'un de ses théâtres. Ce matin, dans la lumière pâle du petit jour, je la regardais vraiment pour la première fois. Le bois était du chêne, je crois. Un bois dense, honnête, qui ne cherchait pas à être autre chose que ce qu'il était. Mon nom y était gravé avec une précision qui me fit penser au tailleur de pierre, à mon père Édouard, avec sa poussière blanche dans les sourcils. Certains métiers ont en commun ce respect pour la matière qu'on travaille. Mon père taillait la pierre pour qu'elle soit juste. Le menuisier du théâtre avait gravé ses lettres pour qu'elles durent. Évangéline Rocheret, fondatrice du fonds Anatole Rocheret, 15 ans de soutien à la création culturelle dans le Nord, avec gratitude et admiration du Théâtre des Lanternes et du jury du prix des Voix Nouvelles du Nord. Je posai ma paume à plat sur le bois. Il était frais sous ma main. Je fermai les yeux 1 seconde. Et je dis à Anatole, en silence, que c'était fait, que son nom était sur quelque chose de solide maintenant, que les gens savaient. Mon téléphone avait sonné 2 fois dans la nuit. Je n'avais pas répondu. J'avais regardé l'écran dans le noir, j'avais vu le prénom de Liora, et j'avais posé l'appareil retourné sur ma table de nuit. Pas par cruauté, par nécessité. Certaines conversations ont besoin d'une nuit entre elles et le moment où elles ont lieu. Une nuit où chacun reste seul avec ce qu'il a dit, ce qu'il a entendu, ce qu'il n'a pas encore compris complètement. Cette nuit-là appartenait à Liora autant qu'à moi. Elle avait besoin de la traverser à sa façon, et moi à la mienne. Ce matin-là, mon téléphone sonna à 7h moins le quart. Cette fois, je répondis. La voix de Liora était différente.
Pas la voix du couloir de la veille, avec ses larmes et son désarroi. Pas non plus la voix du hall d'entrée, avec son contrôle et sa honte. Une voix que je reconnus, après un moment, comme étant une voix très ancienne, celle de ma fille à 20 ans, quand elle m'appelait de Lyon, où elle avait fait ses premières études, le dimanche soir. Parce qu'elle avait la nostalgie du dimanche soir et qu'elle ne savait pas encore que la nostalgie du dimanche soir ne disparaît jamais vraiment, elle se déplace simplement vers d'autres choses. Maman, est-ce que je peux venir ce matin? Je regardais ma plaque sur la table, mon café à moitié bu, la rue Saint-Georges dehors qui commençait à s'éveiller timidement. Je pensais à tout ce que cette question contenait et à tout ce qu'elle ne contenait pas encore. Un oui simple n'allait pas tout résoudre, mais un non n'aurait rien résolu non plus. « Viens à 9 heures, lui dis-je. J'aurai du café. » Il y eut un silence sur la ligne. Pas un silence vide. Un silence plein, qui respirait. « D'accord, maman. À tout à l'heure. » Je raccrochais, je terminais mon café. Et puis je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Je sortis ma vieille boîte à couture de sous le lit, celle en métal bleu avec les petites fleurs peintes sur le couvercle, et je m'assis dans mon fauteuil près de la fenêtre. Et je commençai à coudre. Pas pour réparer quelque chose de précis. Juste pour avoir les mains occupées pendant que ma tête et mon cœur travaillaient à leur propre rythme. C'est ce que ma mère Georgette faisait. Quand quelque chose était difficile, elle cousait. Ses mains savaient ce que ses mots ne pouvaient pas dire. Je veux m'arrêter ici une seconde, parce que ce moment du matin, avant l'arrivée de Liora, est peut-être le moment le plus important de toute cette histoire. Plus important que le discours sur scène, plus important que les larmes dans le couloir. Ce moment du matin, seul avec mon café et ma plaque et mon aiguille, c'est là que j'ai vraiment compris ce que j'allais faire, pas ce que j'allais dire à ma fille. Pas comment j'allais gérer cette conversation, ce que j'allais choisir d'être dans ce qui venait. Et vous qui m'écoutez en ce moment, est-ce que vous avez déjà eu un moment comme celui-là? Un moment du matin, avant que quelque chose de difficile commence, où vous avez dû décider de qui vous alliez être? Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous reconnaissez ça. D'où regardez-vous en ce moment? Quelle est votre ville? Quelle heure est-il chez vous? Ces questions que je vous pose, elles ne sont pas des formules. Je lis vraiment vos réponses. Et si cette histoire vous touche, appuyez sur le j'aime, abonnez-vous, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et celle de demain pourrait être exactement celle que vous avez besoin d'entendre. Continuons. Liora arriva à 9h05. Elle portait un manteau beige simple, sans la robe bordeaux de la veille, sans les cheveux relevés, sans le regard de quelqu'un qui surveille ce que les autres voient. Elle avait les yeux gonflés de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Elle portait la boîte en carton qu'Ambroise lui avait laissée dans le couloir du théâtre. Elle avait donc gardé la boîte avec elle toute la nuit. Je la fis entrer. Je lui donnai un café. Nous nous assîmes l'une en face de l'autre à la table de la cuisine. Ma plaque entre nous comme quelque chose qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Et pendant un moment, nous ne dîmes rien. C'est Liora qui parla la première. Elle parla longtemps. Je ne l'interrompis pas. J'avais appris avec les années que les gens qui ont commis une erreur importante ont besoin de la raconter entièrement avant qu'on puisse vraiment leur répondre. Pas pour qu'on les excuse. Pour qu'ils aient eux-mêmes entendu ce qu'ils ont fait, dit à voix haute, avec leurs propres mots. Liora me raconta cette soirée depuis le début, depuis les semaines de préparation, la pression qu'elle avait ressentie, la peur de ne pas être à la hauteur de ce prix, la façon dont Bastien l'avait encouragée, mais aussi, sans le vouloir, alimenter cette idée qu'elle devait paraître d'une certaine façon, que son image professionnelle était une chose fragile qu'un détail pouvait abîmer. Elle me raconta comment elle m'avait vue dans le hall et comment quelque chose s'était fermé en elle, vite, automatiquement, comme un réflexe qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle n'avait pas combattu non plus. Elle me raconta la honte qu'elle avait ressentie en me disant ce qu'elle m'avait dit. Une honte qu'elle avait étouffée sur le moment, mais qui était revenue la nuit comme un bruit qu'on entend et qu'on ne peut plus désentendre. Elle me dit qu'elle ne savait pas que le fond était le mien. Elle me dit qu'elle avait passé la nuit à relire le formulaire de sa première demande, à regarder sa propre écriture de 23 ans, à essayer de se souvenir de ce qu'elle avait ressenti quand elle avait reçu la lettre d'acceptation. Elle se souvenait de la joie, du soulagement,
de l'impression que quelque chose était possible. Elle se souvenait d'avoir pensé que le monde pouvait être généreux, que les institutions pouvaient parfois aider les gens qui n'avaient rien. Elle ne s'était jamais demandé qui se cachait derrière cette générosité, parce que la lettre disait que l'anonymat était la politique du fond et qu'il ne fallait pas chercher à identifier les donateurs. « J'aurais dû chercher quand même, dit-elle. J'aurais dû vouloir savoir. » Je posai ma tasse. Je la regardais. « Non, lui dis-je. L'anonymat existait précisément pour que tu n'aies pas à chercher. Pour que tu reçoives cette aide comme quelque chose qui t'appartenait parce que tu le méritais. Pas comme une dette à rembourser. C'était la règle du fond. Et tu l'as respectée. » Elle secoua la tête. « Mais toi, maman, si j'avais pris le temps de vraiment te regarder, de te demander comment tu vivais depuis la mort de papa, ce que tu faisais de tes journées, d'où venaient les petits sous que tu mettais de côté, tu aurais peut-être trouvé. J'aurais trouvé. Nous restâmes un moment avec ça entre nous. La vérité sans ornement. Pas d'excuses supplémentaires. Juste la reconnaissance de ce qui avait manqué et depuis quand. Parce que ce n'était pas seulement une question de cette nuit de cérémonie. Ce n'était pas seulement la honte du hall d'entrée, le manteau gris anthracite qui ne convenait pas, la demande de prétendre être de l'entretien. C'était quelque chose qui avait commencé bien avant. Le moment où Liora avait commencé à construire une version d'elle-même dans laquelle il n'y avait pas vraiment de place pour une mère couturière de Cambrai. Pas à cause d'un manque d'amour, par manque d'attention. Par cette façon qu'ont parfois les enfants devenus adultes de mettre leurs parents dans une case, de décider de ce qu'ils sont et de cesser de les regarder vraiment. J'avais 79 ans. J'avais une vie entière que ma fille ne connaissait pas. Des décisions que j'avais prises, des sacrifices que j'avais consentis, des deuils que j'avais traversés sans lui demander d'en porter le poids. Et elle ne connaissait pas cette vie parce qu'elle n'avait pas posé les questions. Parce qu'elle s'était contentée de l'image qu'elle avait de moi, la vieille maman au manteau usé, la figure familière et rassurante, et elle avait cessé de chercher derrière cette image ce qu'il y avait d'autre. Ce matin-là, à la table de ma cuisine, avec le café qui refroidissait et la plaque de bois entre nous, quelque chose commença à changer. Pas tout, pas d'un coup. Ces choses-là ne changent jamais d'un coup. Mais quelque chose commença. Liora ouvrit la boîte en carton et en sortit les vieux badges de coulisses. Elle les posa sur la table, l'un après l'autre. Des badges en plastique jauni avec mon prénom, ma photo d'il y a 20 ou 30 ans, les logos successifs du Théâtre des Lanternes au fil des décennies. Elle les regarda un long moment. Et puis elle me dit quelque chose que je n'attendais pas. Elle me dit qu'elle se souvenait de ces badges. Qu'enfant, quand elle venait avec moi au théâtre, je les accrochais à ma blouse et elle trouvait ça formidable, ce petit rectangle de plastique qui vous donnait accès aux endroits où les autres ne pouvaient pas entrer. Elle me dit qu'elle avait toujours su que j'avais quelque chose de spécial dans ces coulisses. Une façon d'être chez moi, dans ces espaces, que les spectateurs ne voyaient jamais. Et puis elle avait grandi, et elle avait décidé que ce monde-là, le monde des spectateurs, des premières rangées, des prix et des photographes, était un monde supérieur à celui des coulisses. Et ce faisant, elle avait décidé sans le dire que j'étais restée en arrière. « Je t'ai mise en arrière, maman, dit-elle. Dans ma tête, je t'ai mise en arrière. Et je n'ai même pas réalisé que je le faisais. » Je pris un des vieux badges. Je le retournai dans mes mains. Ma photo d'il y a 30 ans me regardait avec ce visage que je reconnaissais à peine maintenant, plus lisse, moins creusé, mais avec les mêmes yeux, les yeux de quelqu'un qui regarde toujours vers quelque chose de précis, même quand on ne sait pas quoi. Le problème avec mettre quelqu'un en arrière, lui dis-je, c'est qu'on finit par croire qu'il n'avance plus. Et parfois, pendant qu'on le croit immobile, il est en train de faire les choses les plus importantes de sa vie. Mirette Duvanel m'appela dans l'après-midi de ce même jour. Elle avait entendu parler de la cérémonie par des connaissances communes et elle voulait savoir comment j'allais. Mirette était mon amie depuis plus de 30 ans, depuis l'époque où nous nous retrouvions au marché du samedi matin et où nous avions commencé à marcher ensemble vers le même étal de légumes et à parler comme si nous nous connaissions depuis toujours. Elle était la seule personne à qui j'avais parlé de la création du fonds, des années plus tôt, et elle avait gardé ce secret avec cette discrétion absolue qui était l'une de ses qualités les plus précieuses. « Alors, dit-elle sans préambule, parce que Mirette n'avait jamais aimé les préambules,
Comment ça s'est passé? Je lui racontais. Tout. Le hall d'entrée, le pilier, la demande de dire que j'étais de l'entretien. La scène, la plaque, le nom de Liora sur la liste des premières bénéficiaires. Le couloir, les larmes, la boîte en carton. Et le café du matin, les 2 tasses refroidies, les vieux badges sur la table. Mirette écouta sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un moment. Et puis elle dit « Est-ce qu'elle a compris ?» Elle a commencé à comprendre. « C'est assez pour l'instant ?» Je réfléchis. La plaque était posée sur la cheminée maintenant, que j'avais dégagée ce matin pour lui faire une place. Elle était visible depuis pratiquement toutes les pièces de mon petit appartement. « C'est assez pour commencer, dis-je. » Mirette approuva avec ce petit bruit qu'elle faisait quand quelque chose lui semblait juste sans être parfait. Et puis elle me dit qu'elle passerait le lendemain avec une tarte aux pommes, parce que la tarte aux pommes avait des vertus thérapeutiques que la médecine moderne n'avait pas encore pleinement reconnues. Je raccrochais en souriant, vraiment en souriant, le genre de sourire qui vient de loin et qui réchauffe quelque chose dans la poitrine. Dans les semaines qui suivirent la cérémonie, plusieurs choses se produisirent que je n'avais pas anticipées. La première était que l'article d'Ambroise Gallet dans le bulletin culturel régional, celui qu'il avait écrit pour présenter la révélation de mon nom comme fondatrice du fonds, généra une attention que je n'avais pas vue venir. Des gens m'écrivirent. Des lettres, pour la plupart, parce que les gens de ma génération écrivent encore des lettres, mais aussi quelques messages par téléphone que Liora m'aida à comprendre, parce que les téléphones modernes ont des fonctionnements qui m'échappent encore, parfois. Ces lettres venaient de femmes qui avaient bénéficié du fonds et qui voulaient me remercier maintenant qu'elles savaient qui j'étais. Des femmes qui avaient eu une carrière, qui avaient produit des spectacles, qui avaient formé des étudiants et qui avaient commencé tout ça grâce à une aide qu'elles avaient reçue sans signature. Ces lettres me firent l'effet de quelque chose que je n'avais pas prévu. Pas de la fierté, exactement. Quelque chose de plus doux que ça. La sensation que les fils invisibles qu'on tisse pendant sa vie ont des extrémités qu'on ne voit jamais, et que parfois, si on a de la chance, quelqu'un tire sur ces fils et on découvre jusqu'où ils allaient. La deuxième chose fut que Cyprien Duhamel me contacta pour me proposer de rejoindre le comité de sélection du fonds. Non plus comme fondatrice anonyme, mais comme membre officiel, avec mon nom, mon visage, ma voix dans les délibérations. J'acceptais après avoir réfléchi plusieurs jours. Parce que l'anonymat avait eu son utilité, et il avait eu son temps. Et parce qu'Ambroise avait raison que parfois, rester invisible nuit à ceux qui ont besoin de voir que des gens comme eux ont tracé des chemins. La troisième chose, et c'était peut-être la plus complexe, était ce qui se passait entre Liora et moi. Je dois vous parler de ça avec honnêteté, parce que si je vous donnais l'impression que les larmes du couloir et le café du matin avaient tout résolu, je vous mentirais. Et cette vieille femme ne vous ment pas. Ce serait trop simple, et la vraie vie n'est pas simple de cette façon. Les réconciliations qui ressemblent à des guérisons instantanées dans les films sont presque toujours des guérisons différées dans la réalité. On croit avoir réglé quelque chose et puis on se réveille 3 semaines plus tard avec la même douleur, légèrement déplacée, qui demande encore du travail. Liora et moi parlions plus qu'avant. C'était réel. Elle m'appelait le mardi et le vendredi, régulièrement, pas par obligation, mais parce qu'elle l'avait décidé. Elle posait des questions sur ma vie quotidienne, sur ce que je faisais, sur comment j'allais vraiment, pas le « ça va » automatique, mais une vraie question qui attendait une vraie réponse. C'était nouveau. C'était maladroit parfois, comme quand on réapprend à marcher après une blessure, avec trop de conscience dans chaque mouvement. Mais c'était réel. Mais il y avait aussi des moments plus difficiles. Des moments où je sentais que Liora cherchait une absolution que je n'étais pas encore prête à donner entièrement. Pas parce que je voulais la punir, parce que l'absolution complète donnée trop vite est une façon de refermer quelque chose qui a besoin de rester ouvert encore un peu pour vraiment guérir. Bastien m'avait appelé une fois, avec une gentillesse gênée, pour me dire qu'il était désolé lui aussi, qu'il n'avait pas su voir, qu'il aurait dû. Je lui avais dit que je le croyais et que je lui savais gré d'appeler. C'était vrai. Mais les excuses des témoins qui n'ont pas agi n'ont pas tout à fait le même poids que les excuses de ceux qui ont agi mal. Je l'aimais bien, Bastien. Mais je n'oubliais pas que dans le hall d'entrée, quand Liora m'avait entraîné derrière le pilier,
il était là, et qu'il avait baissé les yeux. Si vous êtes toujours là avec moi, si vous suivez cette histoire depuis le début, je veux vous remercier vraiment. Pas avec des formules, avec quelque chose de sincère. Vous avez choisi de passer du temps avec cette vieille femme et son histoire, et ça compte. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez dans votre vie quelqu'un dont vous avez peut-être oublié de vraiment regarder l'histoire. Quelqu'un que vous avez mis en arrière sans le réaliser. Vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute, mais posez-vous la question. Et si vous voulez partager cette histoire avec quelqu'un qui en a besoin, faites-le maintenant, parce que certaines histoires trouvent les bonnes oreilles au bon moment. Laissez un j'aime si vous ressentez quelque chose. Abonnez-vous pour la suite. Je continue. Il y avait une chose que j'avais demandé à Liora dans notre conversation du matin à la table de cuisine. Une seule chose concrète, précise, qui n'était ni une punition, ni une vengeance, mais une demande que je pensais juste. Je lui avais demandé que, désormais, dans toutes ses biographies officielles, dans tous ses dossiers de présentation professionnelle, dans toutes les interviews où on lui demanderait comment elle avait commencé, elle dise la vérité sur son origine. Pas pour me rendre hommage publiquement, pas pour faire de moi un personnage de son récit, pour dire simplement qu'elle avait bénéficié d'une aide au départ, que son parcours n'était pas né du néant, que derrière sa première chance, il y avait un fond, et derrière ce fond, il y avait des gens qui avaient cru en elle avant qu'elle ait un nom. Liora avait accepté, sans hésiter. Et 3 semaines après la cérémonie, en préparant un dossier de présentation pour un nouveau projet qu'elle portait avec plusieurs autres producteurs de la région, elle m'avait envoyé le texte de sa biographie révisée. Elle me l'avait envoyé avant de le soumettre pour que je le lise. Je l'avais lu debout dans ma cuisine, dans la lumière de l'après-midi, et j'avais posé mon téléphone sur le plan de travail et regardé par la fenêtre un long moment après. Elle avait écrit qu'en début de carrière, elle avait bénéficié du soutien du fonds Anatole Rocheret, créé par Évangéline Rocheret, sa mère, en mémoire de son père. Que cette aide lui avait permis de croire que son premier projet était possible, que toute carrière a des commencements invisibles et que le sien avait un nom. C'était bien écrit, c'était honnête. C'était ce que j'avais demandé, pas plus, pas moins. Je lui répondis par un message simple. « C'est bien ». Elle me répondit « Merci, maman ». 2 mots. Mais ces 2 mots-là, après tout ce qui s'était passé, avaient le poids exact qu'il fallait. Les mois avancèrent. L'automne céda la place à l'hiver, un hiver du nord de la France comme je les aime. Pas brutal, mais persistant, gris et proche, avec ces ciels bas qui semblent vouloir vous dire quelque chose d'important sans jamais tout à fait trouver les mots. Je continuais ma vie à la rue Saint-Georges. Mon café le matin, ma couture le soir, mes rendez-vous du jeudi avec Mirette autour de la tarte aux pommes ou d'une soupe chaude selon la semaine. Je rejoignis le comité de sélection du fonds et je découvris que siéger autour d'une table pour délibérer des dossiers était différent d'approuver les dossiers seul dans mon appartement, pas moins juste mais plus vivant, plus nourri par les perspectives des autres. Un mardi de janvier, Liora m'appela avec une nouvelle qu'elle avait du mal à formuler au téléphone. Elle travaillait sur un nouveau projet de grande ampleur, une série de résidences artistiques pour des femmes productrices dans le Nord, en partenariat avec plusieurs institutions culturelles régionales. Elle voulait proposer que ce projet porte le nom du fonds Anatole Rocheret en partenaire fondateur. Elle voulait que mon nom soit associé à ce projet depuis le début, officiellement, visiblement, pas en remerciement, mais en reconnaissance du chemin qui avait mené jusqu'à là. Je lui demandais d'y réfléchir et de me soumettre le projet complet avant de répondre. Pas pour créer du suspense, parce que je voulais juger le projet sur ses mérites propres, pas sur l'émotion du moment. Quand elle m'envoya le dossier, 1 semaine plus tard, je le lus en entier, 2 fois, et je dis oui. Ce oui-là était différent de tous les autres. Ce n'était pas le oui de la fondatrice anonyme qui signe un chèque et disparaît. Ce n'était pas le oui de la mère qui soutient sa fille parce que c'est sa fille. C'était le oui d'une femme de 79 ans qui regardait un beau projet, bien construit, porté par des gens compétents et qui décidait d'y mettre son nom parce qu'elle y croyait. Ce oui-là avait de la dignité, le genre de dignité qui n'a pas besoin de l'ombre pour exister. Mais avant d'aller plus loin dans ce que cette décision a changé, je veux vous parler de quelque chose que je n'ai pas encore dit. De la nuit la plus difficile de cet hiver,
celle où tout ce que j'avais géré avec calme depuis la cérémonie faillit se défaire d'un seul coup. C'était un vendredi soir de février, presque exactement 7 ans après la mort d'Anatole. Je m'en souvenais parce que chaque année, ce vendredi de février avait une texture particulière, une façon d'être plus lourd que les autres jours, même quand je ne regardais pas le calendrier. Mon corps savait. Mon corps gardait des dates que ma tête essayait parfois d'ignorer pour avancer. Ce soir-là, j'avais reçu un message d'une femme que je ne connaissais pas. Une femme de 41 ans, productrice de spectacles à Arras, qui avait bénéficié du fonds il y a 9 ans. Elle m'écrivait pour me remercier, comme d'autres l'avaient fait depuis la cérémonie. Mais dans son message, il y avait quelque chose de différent. Elle décrivait ce que la période avant d'avoir reçu l'aide du fonds avait été pour elle. Les mois sans ressources, la conviction progressive que son rêve n'était pas pour elle, la façon dont elle avait soumis le dossier comme un dernier geste presque désespéré, sans vraiment y croire. Et puis, la lettre d'acceptation. Et ce qu'elle avait ressenti en la lisant. Elle écrivait « Cette lettre m'a dit que quelqu'un que je ne connaissais pas croyait en ce que je voulais faire. Et c'est ça qui a tout changé. Pas l'argent, pas les ressources pratiques. La preuve que quelqu'un croyait. » Je lus ce message assis dans mon fauteuil, sous la lampe, avec dehors le bruit du vent de février dans la rue Saint-Georges. Et quelque chose que j'avais tenu très fermement depuis des semaines se défit d'un coup, doucement, comme un nœud bien fait qui cède quand on tire la bonne extrémité. Je pleurais. Vraiment. Pas des larmes polies, pas des larmes de cérémonie, mais des larmes du fond, le genre qui vient de très loin et qui ne demande pas la permission. Je pleurais pour Anatole, pour les 7 ans passés sans lui, pour toutes les conversations que nous aurions eues sur ce fond si j'avais pu lui en parler, pour sa façon qu'il aurait eu d'écouter, assis dans son fauteuil en face du mien, avec ce sourire tranquille qui n'avait jamais besoin de dire beaucoup de mots pour dire l'essentiel. Je pleurais pour la nuit de la cérémonie, pour le pilier et le manteau, et la demande de dire que j'étais de l'entretien. Je pleurais pour toutes les fois où j'avais été rendue invisible sans le dire, pas seulement par Liora, par la vie en général, par cette habitude qu'ont certaines existences de ne pas prendre de place et de finir par se convaincre que c'est une vertu, alors que parfois c'est juste une habitude de survie héritée et jamais remise en question. Et puis je pleurais pour la femme d'Arras et pour sa lettre d'acceptation, et pour ce que ça avait fait pour elle. Parce que parfois on fait des choses en croyant les faire pour une raison, et on découvre des années plus tard que la vraie raison était plus grande que ce qu'on avait pensé. Je restais dans mon fauteuil longtemps après que les larmes s'arrêtèrent. Le vent continuait dehors. La lampe éclairait mon cercle de lumière habituel. La plaque de bois était sur la cheminée, visible de là où j'étais. Et je pensais à quelque chose qu'Anatole m'avait dit une fois, pas vers la fin de sa vie, mais au milieu, dans une période ordinaire dont je n'aurais probablement pas dû me souvenir, mais dont je me souviens, parce que les mots importants arrivent souvent dans les moments ordinaires. Il m'avait dit que la meilleure lumière est celle qu'on ne voit pas directement, parce qu'elle éclaire ce dont on a besoin sans aveugler. Il parlait d'éclairage de scène, bien sûr. Il parlait de la façon dont la lumière frontale écrase les visages et comment la lumière latérale, plus douce, plus discrète, révèle les reliefs et les expressions. Mais il y avait dans cette observation technique quelque chose qui allait au-delà de l'éclairage de scène. Il y avait une façon de vivre, une façon d'être utile sans être au centre, une façon de faire que les autres brillent en choisissant l'angle depuis lequel on les éclaire. C'est ce que nous avions fait, lui et moi, pendant 30 ans dans les coulisses d'un théâtre, pendant 15 ans avec le fond. Nous avions choisi l'angle. Et ce soir-là, dans mon fauteuil de février, je comprenais que ce choix n'avait pas été une absence de courage. Ça avait été une façon d'être au monde que j'avais choisie consciemment, même sans toujours savoir que je la choisissais. Est-ce que vous êtes encore là? Je sais que c'est long. Je sais que cette vieille femme vous demande beaucoup d'attention et de patience. Mais si vous avez tenu jusqu'ici, si vous avez traversé tout ce chemin avec moi depuis le hall d'entrée jusqu'à ce fauteuil de février, alors je veux que vous sachiez quelque chose. Ce que vous faites en écoutant, en restant, c'est exactement ce que la femme d'Arras a décrit dans son message. Vous dites à quelqu'un que son histoire vaut la peine d'être entendue. Et ça compte plus que vous ne l'imaginez. Laissez-moi un commentaire avec un seul mot,
qui décrit ce que vous ressentez en ce moment. Juste un mot. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce que demain il y a une nouvelle histoire et après-demain une autre encore, et cette chaîne existe pour que les histoires comme la mienne trouvent les oreilles qui en ont besoin. Continuons jusqu'à la fin. Le printemps arriva progressivement, avec cette façon qu'a le printemps du Nord d'arriver prudemment, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'être le bienvenu et qui teste la température avant d'entrer vraiment. Les jours s'allongèrent. La rue Saint-Georges reprit des couleurs. Je sortis ma jardinière de la fenêtre et replantai les géraniums rouges qu'Anatole aimait, parce qu'il disait que le rouge des géraniums dans une fenêtre de la rue, c'était la façon la plus honnête de dire aux passants que quelqu'un vivait là et que ce quelqu'un aimait la vie. Liora vint me voir un samedi d'avril. Elle arriva à l'improviste cette fois, sans appeler avant, ce qui était inhabituel. Elle portait un manteau vert et elle avait les cheveux lâchés sur les épaules, la façon qu'elle avait enfant, avant qu'elle décide que les cheveux relevés faisaient plus sérieux. Elle tenait 2 croissants dans un sac en papier brun de la boulangerie de la rue Vosselette. Elle frappa à ma porte, et quand j'ouvris, elle me tendit le sac avec un sourire un peu craintif, le sourire de quelqu'un qui n'est pas sûr d'être reçu, mais qui a décidé de venir quand même. « J'espère que tu n'as pas encore pris le café, dit-elle. »« J'allais le faire, lui dis-je. Alors je suis à l'heure. » Nous prîmes le café ensemble, les croissants sur une assiette entre nous, ma plaque toujours sur la cheminée, les géraniums rouges dans la fenêtre contre le ciel d'avril. Nous parlâmes de choses simples d'abord, du nouveau projet, des premières réunions avec les partenaires, des détails pratiques qui occupèrent ses journées. Puis elle me parla d'une conversation qu'elle avait eue avec Bastien, une conversation difficile sur la façon dont ils construisaient leur vie ensemble, sur ce que chacun apportait et ce que chacun demandait, sur les angles morts qu'on a dans les couples comme dans les familles, ces endroits qu'on ne regarde pas parce qu'on a peur de ce qu'on y trouvera. Elle me dit que cette conversation avec Bastien, elle l'avait eue parce que ce qui s'était passé à la cérémonie lui avait fait réaliser qu'elle avait des angles morts dans plusieurs directions à la fois. Pas seulement avec moi, avec elle-même aussi. Avec la façon dont elle construisait son identité professionnelle en séparant soigneusement ce qu'elle était de là où elle venait. Comme si l'origine était une chose à dépasser et non une chose à porter avec soi. J'avais honte de Cambrai, dit-elle. Pas de toi spécifiquement. De tout ça. De l'appartement au-dessus de la boutique fermée, du marché du samedi, du fait que papa était technicien et toi couturière et que dans les milieux où j'ai travaillé, les gens parlent de leurs parents avec des métiers différents, des professions, des titres. Et moi, j'avais... Elle s'arrêta. Tu avais des parents qui aimaient leur travail, lui dis-je. Elle regarda ses mains sur la table. Oui, c'est ça. Et pendant un moment, j'ai décidé que ce n'était pas assez. Ce mot-là, assez. Je l'avais porté longtemps sans le nommer. Ce sentiment d'être considéré comme pas assez, pas le bon niveau, pas le bon code. Je connaissais ce sentiment dans mon propre corps depuis la nuit de la cérémonie. Mais entendre Liora le dire pour elle-même, reconnaître qu'elle avait appliqué à son histoire ce que d'autres lui avaient appliqué, c'était quelque chose de différent. C'était le début d'une compréhension qui n'excusait rien, mais qui expliquait davantage. « Qu'est-ce qui a changé pour toi ?» lui demandai-je. Elle réfléchit un moment. « La façon dont tu es montée sur cette scène, » dit-elle finalement. Je t'ai regardé traverser la salle. Tu avais 79 ans, ton manteau gris, ton sac simple. Et tu avais quelque chose que moi, avec ma robe bordeaux et mes cheveux relevés, je n'avais pas. Tu avais l'air de quelqu'un qui sait très exactement qui elle est. Et ça m'a traversé comme quelque chose de froid. J'ai réalisé que depuis des années, j'essayais d'avoir l'air de quelqu'un alors que tu étais quelqu'un, et que j'avais eu honte de ça. Nous restâmes un moment avec cette phrase entre nous. Le café refroidissait. Dehors, une voiture passa lentement dans la rue Saint-Georges. Les géraniums rouges dans la fenêtre tremblèrent légèrement dans le courant d'air. Je pensais à la femme que j'avais été. Pas seulement ce soir de cérémonie, mais toute ma vie. La façon dont j'avais choisi de ne pas prendre de place, de travailler dans l'ombre, de signer des chèques sans signature lisible. J'avais cru pendant longtemps que c'était du désintéressement. Ce matin de printemps, avec ma fille en face de moi qui me disait que ma façon d'être sur cette scène l'avait traversée comme quelque chose de froid, je me demandais si ce n'était pas aussi, en partie, de la peur. La peur d'être vue et jugée insuffisante. La peur de prendre de la place et d'être renvoyée à ma place.
Une peur héritée, peut-être, de générations de femmes qui avaient appris à occuper le moins d'espace possible pour survivre dans un monde qui leur en accordait peu. Peut-être que Liora et moi avions la même peur, exprimée différemment. Elle avait voulu paraître ce qu'elle n'était pas encore pour ne pas être renvoyée à ses origines. Moi, j'avais préféré disparaître plutôt que de prendre le risque d'être vue et trouvée insuffisante. Deux réponses différentes à la même question impossible que certaines femmes se posent encore trop souvent. Est-ce que j'ai le droit d'être là, tel que je suis, sans me justifier? Cette pensée-là, je ne la dis pas à Liora ce matin-là. Elle était encore trop fraîche, trop peu formée pour être dite à voix haute. Je la gardais pour moi, dans cet endroit de la poitrine où on garde les choses qui ont besoin de temps avant de devenir des mots. Mais elle était là, et elle travaillait. Ce que je dis à Liora, ce matin-là, avec les croissants et le café et les géraniums rouges, c'est quelque chose de plus simple. Je lui dis que je n'avais pas besoin d'être au centre de son histoire pour y être. Que je n'avais pas besoin d'une place dans ses biographies officielles ou dans ses dossiers de présentation pour exister dans sa vie. Ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais toujours eu besoin, c'était qu'elle me regarde vraiment de temps en temps. Qu'elle pose des questions sur qui j'étais et pas seulement sur comment j'allais. Qu'elle me laisse être une vraie personne dans sa vie, avec une histoire, des décisions, des regrets et des fiertés, et pas seulement un décor familier dans l'arrière-plan de ses journées. « Je peux faire ça, dit-elle. »« Je sais, lui dis-je, et je le savais. Pas parce que les larmes du couloir ou le café du matin m'en avaient convaincu, parce que ce samedi d'avril, elle était là sans appeler avant, avec 2 croissants de la boulangerie de la rue Vosselette et ses cheveux lâchés comme quand elle était enfant. Et ça, c'était quelque chose de réel. Le mois de mai arriva avec cette générosité particulière qu'ont les mois de mai dans le Nord, quand ils décident d'être beaux. Pas la beauté timide d'avril, pas encore la chaleur assurée de juin, mais quelque chose entre les deux. Un soleil qui s'installe sans se vanter. Une lumière qui tient jusqu'à presque 21 heures et qui donne à la rue Saint-Georges une couleur dorée que je n'avais pas vue depuis l'automne. Je sortis mes 2 fauteuils sur le palier de l'escalier, ce que je faisais chaque année au mois de mai depuis que j'habitais cet appartement, et je bus mon café du matin à l'air libre pendant quelques jours en regardant la rue s'éveiller en bas, les commerçants qui ouvraient leurs volets, le facteur qui passait à vélo, les enfants qui allaient à l'école avec leurs cartables trop lourds et leur façon d'être pressés et distraits en même temps. C'était une vie ordinaire. C'était ma vie. Et ce mois de mai-là, pour la première fois depuis longtemps, je la regardais sans avoir l'impression d'être en marge d'autre chose. Sans ce sentiment diffus que la vraie vie se passait ailleurs et que moi je me contentais de vivre dans ses coulisses. Je vivais dans la lumière maintenant. Pas sur une scène, pas sous des projecteurs. Dans la lumière ordinaire du matin, sur mon palier, avec mon café dans la grande tasse bleue, et c'était assez. C'était même beaucoup. Mirette passa un jeudi de mai avec une tarte aux cerises, cette fois, parce que, dit-elle, les cerises arrivent, et il serait criminel de les ignorer. Nous nous installâmes dans mon salon, les fenêtres ouvertes sur le bruit doux de la rue, et elle me posa des questions sur la cérémonie, des questions précises et intelligentes comme elle en avait l'habitude, parce que Mirette n'avait jamais demandé des nouvelles par politesse, mais parce qu'elle voulait vraiment savoir. Je lui racontais des choses que je n'avais pas encore racontées à voix haute. La sensation de tenir la plaque dans mes mains sur la scène, la façon dont les applaudissements avaient monté de la salle, le visage de Liora dans la foule qui se retournait. Mirette m'écouta avec cette attention totale qui était l'une des raisons pour lesquelles j'aimais passer du temps avec elle. Et puis elle dit quelque chose qui me resta. Elle dit que dans toutes les années où elle m'avait connue, depuis le marché du samedi matin jusqu'à maintenant, elle avait toujours su que j'étais quelqu'un d'important. Pas important comme les gens qui font des discours ou dont les noms s'affichent sur les programmes. Important comme les personnes sans lesquelles d'autres choses ne peuvent pas exister. Elle dit qu'il y avait 2 sortes de gens dans le monde, ceux qui cherchent à être vus et ceux qui s'assurent que les choses se font. Et que les secondes étaient souvent les plus précieuses et les moins reconnues. Elle dit qu'elle était contente que le théâtre m'ait donné une plaque, pas parce que j'en avais besoin pour valider qui j'étais, mais parce que les plaques ont parfois des vertus pédagogiques pour ceux qui les voient et qui apprennent ainsi ce que les choses coûtent vraiment. Je lui demandais si elle pensait que Liora avait appris quelque chose.
Mirette prit une bouchée de tarte aux cerises, mâcha lentement, et regarda par la fenêtre. « Je pense que Liora est en train d'apprendre quelque chose, dit-elle. Ce n'est pas la même chose. L'apprentissage prend du temps. Mais elle a commencé. » C'était la bonne façon de le dire. Je le gardais avec moi. Dans les semaines qui suivirent, le projet de résidence artistique sur lequel travaillait Liora prit forme. Elle me tint informé régulièrement, pas par obligation, mais par choix, m'envoyant les versions successives du dossier de présentation, me demandant mon avis sur certains aspects, me consultant sur des questions liées au fonctionnement des aides et des bourses depuis mon expérience avec le fonds. Ces consultations étaient nouvelles entre nous. Elle me plaçait dans un rôle que je n'avais jamais eu avec ma fille, pas celui de la mère qui veille et qui soutient en silence, mais celui d'une personne avec une expérience et une compétence réelle, que quelqu'un voulait écouter pour de bonnes raisons. Ce n'était pas le même rapport que nous avions toujours eu, et ce n'était pas simple de trouver comment être dans ce rapport nouveau. Il y avait des maladresses, des moments où Liora sollicitait mon avis et où je ne savais pas si je devais répondre en mère ou en quelqu'un qui connaissait le terrain, et où les deux rôles se mélangeaient d'une façon un peu confuse. Il y avait des moments où j'aurais voulu lui dire des choses que je retenais parce que je n'étais pas sûre qu'elle était prête à les entendre, et des moments où elle me disait des choses que j'aurais voulu entendre depuis longtemps et que je ne savais pas toujours recevoir avec la légèreté qu'elle méritait. Mais c'était réel. Maladroit et réel. Et le maladroit, dans les relations humaines, est souvent le signe que quelque chose de vrai est en train de se construire, parce que ce qui est fabriqué et poli n'a jamais de maladresse, et ce qui est poli depuis longtemps cache souvent quelque chose que personne n'a osé toucher. Cyprien Duhamel m'avait invité à participer à la première réunion du comité de sélection du fonds pour l'année en cours. Cette réunion se tint au Théâtre des Lanternes, dans la petite salle de réunion qui donnait sur les coulisses, celle où Anatole et moi avions parfois mangé notre sandwich du midi pendant les grandes périodes de travail, assis sur des chaises pliantes, avec nos sandwichs dans leur papier d'aluminium et le bruit des répétitions qui filtrait à travers la porte. La pièce n'avait pas beaucoup changé. La table était la même, longue et légèrement bancale sur un pied. Les chaises avaient été remplacées par des modèles plus récents, mais les affiches sur les murs étaient toujours là, certaines que j'avais vues apparaître il y a 30 ans. Nous étions 7 autour de cette table. Cyprien présidait avec cette autorité douce qui ne s'impose pas mais qui structure. Il y avait 2 personnes que je ne connaissais pas, des professionnels de la culture régionale. Il y avait Ambroise, bien sûr, fidèle à lui-même, avec sa façon d'écouter les autres en prenant des notes dans un carnet à spirale. Et il y avait 2 femmes que je ne m'attendais pas à voir. La première était une productrice de Lens, dans la cinquantaine, que j'appris s'appeler Hortense. La deuxième était une metteuse en scène de Valenciennes, un peu plus jeune, qui s'appelait Dorothée. Elles étaient toutes les 2, je l'appris en cours de réunion, d'anciennes bénéficiaires du fonds. Hortense avait reçu une aide il y a 16 ans pour sa première création. Dorothée en avait bénéficié il y a 11 ans pour financer sa formation de mise en scène. Elles siégeaient maintenant au comité pour contribuer à choisir qui recevrait à leur tour ce que quelqu'un leur avait donné. Cette boucle-là, cette idée que l'aide circule et revient, me toucha d'une façon que je n'avais pas anticipée. Pas parce que je ne l'avais pas imaginé. Je l'avais espéré dans les premières années du fonds, quand je signais des chèques sans savoir si cela ferait vraiment une différence. Mais espérer quelque chose et le voir assis en face de vous à une table bancale dans une petite pièce qui sent le vieux théâtre, c'est très différent. L'espoir est une chose abstraite et belle. La réalité est plus petite, plus précise, plus réelle que l'espoir, et c'est précisément pour ça qu'elle est plus puissante. Je veux m'arrêter ici pour vous parler directement, vous qui êtes avec moi depuis le début de cette histoire, parce que vous avez traversé beaucoup de chemin depuis ces premières minutes, depuis le hall d'entrée du Théâtre des Lanternes et le pilier et la demande de dire que j'étais de l'entretien. Vous avez traversé la scène avec moi, le couloir, le café du matin, les larmes, les mois difficiles, les mois qui s'améliorent prudemment comme un printemps du Nord. Et je veux que vous sachiez que raconter tout ça n'est pas simple, même maintenant, même avec le temps passé. Certaines histoires restent vives longtemps, pas parce qu'elles font encore mal de la même façon, mais parce qu'elles ont quelque chose d'essentiel qui ne se dépose pas, qui reste debout. D'où regardez-vous en ce moment? Quelle est votre ville? Quelle heure est-il chez vous?
Laissez-moi un commentaire, parce que je lis vraiment chacun d'entre eux. Et savoir que vous êtes quelque part sur cette terre en train d'écouter cette vieille femme de Cambrai, ça me donne quelque chose que je n'aurais pas su nommer avant cette nuit de cérémonie, mais que je sais nommer maintenant. Ça me donne le sentiment d'exister dans les bonnes directions. Si vous avez été touché par quelque chose dans cette histoire, laissez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la maintenant, parce que certaines histoires trouvent les oreilles qu'il leur faut au moment où il le faut. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour ici, et chacune d'elles mérite le temps qu'on lui donne. Maintenant, continuons, parce que je n'ai pas encore dit le plus important. La réunion du comité dura 2h30. Nous examinâmes 14 dossiers, des femmes de toute la région, de toutes les disciplines, avec des projets très différents les uns des autres, mais avec quelque chose en commun que je reconnus immédiatement parce que je l'avais reconnu dans chaque dossier depuis 15 ans. Ce quelque chose, c'est une façon d'écrire sur ce qu'on veut faire qui dit plus que les mots choisis. Une façon d'expliquer un projet artistique qui révèle qu'on y croit vraiment, qu'on n'a pas écrit ces pages pour convaincre un jury, mais pour mettre des mots sur quelque chose qui existe déjà dans sa tête et son corps. Quelque chose qui demande à sortir et qui n'a pas encore les ressources pour le faire. C'est cette qualité-là que je cherchais dans les dossiers depuis le début. Pas l'excellence technique. Pas le projet le mieux présenté. La nécessité. Nous accordâmes des aides à 5 projets sur 14. 5 femmes qui allaient recevoir une lettre d'acceptation signée par un administrateur, sans savoir encore qui siégeait autour de cette table bancale. 5 femmes qui allaient peut-être, comme la femme d'Arras, lire cette lettre et sentir que quelqu'un qui ne les connaissait pas croyait en ce qu'elles voulaient faire. Et peut-être que ça changerait quelque chose. Pas pour toutes. Peut-être pas même pour la majorité. Mais pour une ou deux d'entre elles, peut-être, ça serait le début d'une carrière, d'une voie, d'une vie qui n'aurait pas existé sans ce financement-là. Et dans 20 ans, peut-être que l'une d'elles siégerait autour d'une autre table, bancale ou non, pour décider à son tour qui recevrait ce qu'on lui avait donné. C'est comme ça que les choses continuent. Pas en fanfare, pas en ligne droite, en cercles qui s'élargissent lentement, portés par des gens qui décident de faire passer quelque chose plutôt que de le garder. En sortant du théâtre ce soir-là, je m'arrêtai un moment sur le trottoir de la place du marché aux bois. La façade du théâtre des Lanternes était éclairée pour une représentation du soir, les fenêtres lumineuses, les guirlandes d'ampoules blanches qui lui donnaient toujours l'air d'une boîte à bijoux ouverte dans la nuit. Des gens entraient, par petits groupes, avec ces façons d'être joyeusement pressés qu'ont les spectateurs avant une représentation. Les manteaux qu'on resserre et les billets qu'on vérifie et les conversations à voix basse sur ce qu'on a mangé pour dîner et ce qu'on a envie de voir. Je regardais ce bâtiment que je connaissais depuis si longtemps, depuis l'enfance presque, depuis l'époque où mon père m'y avait emmené voir une représentation de marionnettes et où j'avais cru que le théâtre était un endroit magique parce que des choses impossibles y devenaient possibles. J'avais eu raison, j'avais juste mal compris pendant un moment quelle était la vraie magie. La magie n'était pas sur la scène, elle était partout ailleurs. Dans les coulisses et les cintres, et les ateliers, et les réunions bancales, et les chèques signés en silence, et les dossiers lus avec attention. Dans les mains des gens qui font que la scène existe, pour que d'autres puissent y briller. Je rentrais chez moi à pied, même si mes genoux protestaient un peu. J'avais besoin de marcher. J'avais besoin de sentir les pavés sous mes semelles et l'air du soir sur mon visage. Les rues de Cambrai, à cette heure-là, avaient quelque chose de familier et de doux que je connaissais depuis toujours. Quelque chose qui m'appartenait autant que je lui appartenais. Cette ville, ses cicatrices et ses lumières de soir, ses marchés du samedi et ses hivers persistants, ces théâtres qui tiennent debout depuis des siècles. Je suis de là, complètement et sans réserve. Liora m'appela le lendemain de cette réunion pour me demander comment ça s'était passé. Je lui racontais. Elle écouta avec une attention que je remarquais parce qu'elle était différente de l'attention des mois précédents. Moins polie, moins appliquée, plus naturelle, plus proche. Comme quelqu'un qui écoute parce qu'il est vraiment curieux et non parce qu'il s'y est engagé. Cette différence-là, aussi subtile qu'elle paraisse, était immense pour moi. Elle me posa des questions sur Hortense et Dorothée, sur les dossiers que nous avions examinés, sur la façon dont le comité délibérait. Et puis, elle me dit quelque chose que je n'attendais pas.
Elle me dit qu'elle voulait soumettre le nouveau projet de résidence artistique comme partenaire du fonds, pas seulement avec le nom du fonds associé, mais avec une contribution financière réelle de son association. Qu'elle voulait que le projet contribue au fonds autant qu'il en bénéficiait. Qu'elle voulait que ça soit une vraie relation dans les deux sens. Pas un hommage, pas une récupération de l'histoire de sa famille, mais une construction commune qui aurait du sens par elle-même. Je gardai le silence un moment. « Tu l'as pensé toi-même » lui demandai-je. « Avec Bastien, oui, on en a parlé longtemps hier soir. » Et Bastien est d'accord. Bastien dit que c'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Je regardais mes géraniums rouges dans la fenêtre. Mai continuait d'être généreux. Le soleil entrait en oblique dans mon salon et posait un rectangle de lumière sur le plancher que je suivis des yeux jusqu'à la cheminée où la plaque était toujours là, solide et silencieuse, avec mon nom et celui d'Anatole gravés dans le bois. « D'accord, dis-je. Ce oui-là aussi avait une qualité particulière. Ce n'était pas le oui du début de l'histoire, le oui fatigué et isolé de quelqu'un qui fait tout seul et en silence. Ce n'était pas non plus le oui de la cérémonie, le oui inattendu et bouleversant de quelqu'un qu'on reconnaît enfin. C'était le oui ordinaire et solide de quelqu'un qui construit quelque chose avec d'autres, à voix haute, dans la lumière du matin, avec ses géraniums et son café et sa plaque de bois sur la cheminée. Ce oui-là était peut-être le plus beau des trois. Dans les mois qui suivirent, plusieurs choses se transformèrent lentement dans ma vie, avec cette façon qu'ont les vraies transformations de ressembler d'abord à de petits changements ordinaires avant qu'on réalise que quelque chose de fondamental a bougé. Je continuais à siéger au comité de sélection du fonds. Je continuais à coudre, le soir, dans mon fauteuil près de la fenêtre, pas pour réparer quelque chose de précis, mais parce que mes mains savaient ce que mes mots ne pouvaient pas toujours exprimer. Je continuais à boire mon café dans la grande tasse bleue chaque matin, à ouvrir ma fenêtre sur la rue Saint-Georges, à écouter le merle sur les toits d'en face. La vie quotidienne, dans sa texture et son rythme, ressemblait à ce qu'elle avait toujours été. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont j'y étais. Je n'étais plus dans ma vie comme dans les coulisses d'un spectacle qui se passe ailleurs. J'étais dans ma vie comme dans quelque chose qui m'appartenait et dont j'avais le droit d'occuper chaque pièce. Cette différence, aussi intérieure et invisible qu'elle soit, changeait tout. Elle changeait la façon dont je parlais aux gens, dont je participais aux réunions du comité, dont je répondais au téléphone quand Liora appelait le mardi et le vendredi, dont je marchais dans les rues de Cambrai. Je pensais souvent à ce qu'Anatole m'avait dit sur la lumière latérale. Cette lumière qui n'éblouit pas, mais qui révèle les reliefs. J'avais cru pendant des décennies que mon rôle était d'être cette lumière et que cela impliquait de rester dans l'ombre. Mais Anatole, je pense, ne disait pas ça. Il ne disait pas que la lumière elle-même devait être invisible. Il disait que la meilleure façon d'éclairer quelque chose est parfois de choisir le bon angle. Et le bon angle, pour moi, à 79 ans, après la nuit de la cérémonie, après le couloir et le café du matin et la réunion à la table bancale, c'était peut-être un angle un peu différent de celui que j'avais utilisé jusqu'à présent. Pas le centre de la scène, pas l'ombre des coulisses. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui ressemblait à ma fenêtre avec ses géraniums rouges que les passants de la rue Saint-Georges pouvaient me voir en levant les yeux. Pas une grande déclaration. Pas un signe qui crie. Juste une présence visible, une façon de dire que quelqu'un vit là et que ce quelqu'un n'a pas honte de ses géraniums. Je veux vous parler de la dernière chose que je dois vous dire dans cette histoire. La chose la plus récente, celle qui s'est passée il y a quelques mois seulement, et qui est peut-être celle qui donnera à tout ce que je vous ai raconté sa vraie signification. Liora organisa la première réunion publique de présentation du projet de résidence artistique. Elle se tint au Théâtre des Lanternes, bien sûr, dans la grande salle cette fois, avec des chaises disposées en demi-cercle et une petite estrade avec un micro. Il y avait une 60aine de personnes, des professionnels de la culture, des partenaires potentiels, des représentants d'institutions régionales, des journalistes culturels. Ma fille était sur l'estrade avec 2 autres porteurs du projet et elle allait présenter ce qu'ils avaient construit ensemble pendant des mois. J'étais dans la salle. Pas au premier rang, pas parce qu'on me l'avait demandé d'éviter, mais parce que j'avais choisi le milieu. Ni le fond cette fois, ni la première rangée. Le milieu, là où on est parmi les gens, ni au-dessus, ni en dessous, juste là. Liora commença son discours de présentation.
Elle parla du projet avec la clarté et la conviction qui caractérisaient sa façon de travailler quand elle croyait vraiment à ce qu'elle faisait. Elle parla des résidences, de leur fonctionnement, de leurs objectifs, des partenaires impliqués. Et puis elle s'arrêta un moment, comme pour reprendre son souffle avant quelque chose d'important. Et elle dit quelque chose que je n'avais pas prévu, même si j'aurais peut-être dû. Elle dit qu'avant de continuer, elle voulait expliquer d'où venait ce projet. Pas les chiffres et les partenariats, l'origine plus profonde, la raison pour laquelle elle y croyait de cette façon particulière. Elle dit qu'au début de sa carrière, elle avait bénéficié d'une aide du fonds Anatole Rocheret, sans savoir que ce fonds avait été créé par sa propre mère. Elle dit qu'elle avait reçu cette aide parce qu'elle le méritait, et qu'elle n'avait pas eu à la rembourser, et qu'elle avait grandi en croyant que son parcours était le résultat de son seul travail, et que cette croyance-là, aussi compréhensible qu'elle soit, avait été pendant longtemps une façon de se raconter une histoire incomplète. Elle dit que sa mère était présente dans la salle ce soir, et elle me regarda. Et dans ce regard-là, il y avait tout ce que les mois écoulés avaient contenu, tout ce qui avait été dit et pas dit, tout ce qui avait changé et tout ce qui était encore en train de changer. Elle dit que ce projet était, entre autres choses, une façon pour elle de faire passer ce qu'on lui avait donné, de contribuer à un réseau d'aide qui existait avant elle et qui continuerait après elle, et de le faire avec le nom de sa mère et le nom de son père gravé dans la fondation. La salle applaudit. Ce n'était pas un applaudissement de cérémonie, poli et attendu. C'était quelque chose de plus chaud, de plus spontané, de ces applaudissements qui naissent quand les gens ont entendu quelque chose de vrai et qu'ils le reconnaissent. Je n'applaudis pas. Je regardais ma fille sur cette estrade, avec les cheveux lâchés sur les épaules, et sa façon de se tenir qui ressemblait de plus en plus à quelqu'un qui n'a pas besoin de paraître quelque chose, parce qu'il est déjà quelque chose. Et quelque chose dans ma poitrine, quelque chose que je n'aurais pas su nommer 6 mois plus tôt, trouva enfin un nom. C'était de la fierté. Pas la fierté d'avoir eu raison. Pas la fierté d'avoir gagné quelque chose. La fierté d'une mère qui voit son enfant grandir d'une façon qui compte, qui voit sa fille choisir la vérité sur la façade, l'origine sur l'image, la continuité sur l'oubli, la fierté la plus simple et la plus profonde du monde. Après la réunion, Liora vint me trouver dans la salle qui se vidait. Elle avait encore ce micro sans fil accroché à sa veste et une liasse de documents dans les bras. Elle avait l'air à la fois épuisée et légère. De cette façon qu'on a quand on a dit quelque chose de difficile et qu'on réalise que le monde n'a pas tremblé, qu'au contraire quelque chose s'est allégé. « Tu n'aurais pas dû venir te chercher, lui dis-je. Elle me regarda, un peu surprise. « Comment ça? Tu aurais pu me faire la surprise en lisant la biographie. Tu n'avais pas à le dire devant tout le monde ce soir. » Elle réfléchit un moment. « Si, dit-elle. J'en avais besoin. Pas pour toi. Pour moi. J'avais besoin de l'entendre sortir de ma propre bouche en public, sans pouvoir le reprendre. Je compris ça. Je compris ça très bien. Nous sortîmes ensemble du théâtre par la porte principale. La nuit était claire et douce, une de ces nuits de mai où l'air a encore quelque chose de lumineux, même sans le soleil. La place du marché aux bois était calme, quelques personnes qui rentrèrent chez elles, une terrasse de café encore ouverte, avec ses chaises en rotin orange. Nous marchâmes un moment côte à côte sans parler, ce silence entre nous qui n'était plus le silence de ce qui ne peut pas se dire, mais le silence de 2 personnes qui n'ont pas besoin de remplir l'air pour être ensemble. Liora me raccompagna jusqu'à la rue Saint-Georges. Devant mon immeuble, elle m'embrassa, longtemps, pas le bisou rapide de quelqu'un pressé, mais quelque chose de plus réel. Les 2 bras, la joue contre la joue, le genre d'embrassade qui dit ce que les mots n'ont pas encore trouvé comment dire complètement. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma fille. Je montai mes escaliers, les genoux qui protestaient comme d'habitude, et j'ouvris mon appartement. La plaque était sur la cheminée. Les géraniums rouges dans la fenêtre fermée avaient clos leurs fleurs pour la nuit. La grande tasse bleue était sur l'égouttoir où je l'avais laissée ce matin. Tout était à sa place. Tout était comme d'habitude, et pourtant, quelque chose avait bougé encore une fois, discrètement, dans la bonne direction. Je m'assis dans mon fauteuil. Je ne pris pas ma couture. Je restai simplement assise,
dans le silence de mon appartement, avec la plaque qui brillait légèrement sous la lumière de la lampe et le bruit de la rue Saint-Georges en dessous, et je parlais à Anatole. Je fais ça parfois, quand quelque chose d'important vient de se passer et que je veux le lui dire. Pas à voix haute, mais dans cet endroit intérieur où les conversations avec les gens qu'on a perdus continuent, où leurs réponses sont faites de ce qu'on sait d'eux, de ce qu'ils auraient dit, de la façon qu'ils auraient eu de le dire. Je lui dis que Liora était en train de devenir quelqu'un de bien, pas quelqu'un de parfait. Quelqu'un de bien, ce qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus précieux. Je lui dis que le fond continuait, que des femmes recevaient des lettres d'acceptation et que certaines d'entre elles changeaient leur vie avec ces lettres. Je lui dis que j'avais siégé autour d'une table bancale avec d'anciennes bénéficiaires devenues membres du comité et que ça avait été l'une des choses les plus belles que j'ai vécues depuis longtemps. Je lui dis que je portais encore son souvenir tous les jours, pas comme un poids, mais comme quelque chose de chaud qui me donnait de la force au moment où j'en avais besoin. Et je lui dis que j'allais bien, vraiment bien, pas parfaitement bien, pas sans cicatrices, pas sans les douleurs ordinaires d'une femme de 79 ans avec des genoux qui protestent et des souvenirs qui font encore mal parfois. Mais bien de cette façon essentielle, profonde, celle qui ne dépend pas de ce que les autres vous disent ou vous donnent, mais de ce qu'on sait de soi-même quand on s'assoit dans le silence et qu'on regarde sa plaque sur la cheminée et ses géraniums dans la fenêtre. Il me répondit, comme il répond toujours, avec ce sourire que j'entends plutôt que je ne vois. Ce sourire tranquille et sans mots qui dit simplement que c'est bien, que je peux continuer, que tout est à sa place. Je m'adresse maintenant à vous directement, vous qui avez traversé toute cette histoire avec moi. Pas avec les formules habituelles, pas avec les mots qu'on dit parce qu'on sait qu'on devrait les dire. Avec ce que j'ai vraiment à dire. Si vous êtes une grand-mère ou un grand-père, si vous êtes quelqu'un dont les enfants devenus adultes ont parfois du mal à vous voir vraiment, à reconnaître qui vous êtes au-delà du rôle que vous jouez dans leur vie, je veux vous dire quelque chose d'important. Votre histoire existe. Elle est réelle et elle a de la valeur, pas parce que quelqu'un vous a donné une plaque ou appelé votre nom sur une scène, mais parce que vous avez vécu, décidé, aimé, perdu, recommencé. Personne ne peut vous enlever ça. Et si les gens autour de vous ont du mal à le voir, parfois la patience est une forme de courage. Si vous êtes l'enfant adulte qui écoute, si vous vous reconnaissez dans quelque chose de ce que Liora a traversé, si vous avez réalisé en écoutant cette histoire qu'il y a peut-être dans votre vie quelqu'un que vous avez mis en arrière sans le réaliser, je veux vous dire ceci. Il n'est pas trop tard pour regarder. Il n'est pas trop tard pour poser les questions. Pour demander à votre mère ce qu'elle faisait avant que vous naissiez, ce qu'elle rêvait, ce qu'elle a sacrifié et ce qu'elle a choisi de sacrifier et ce qu'elle n'avait pas choisi. Pour demander à votre père ce qu'il portait en silence. Ces histoires sont là, dans les appartements au-dessus des boutiques fermées et dans les maisons des campagnes et dans les chambres d'EHPAD que vous visitez trop peu souvent. Elles attendent d'être demandées. Si vous avez vous-même traversé quelque chose de difficile dans votre famille, si vous avez été rendu invisible par quelqu'un qui aurait dû vous voir, je veux que vous sachiez que cette invisibilité n'est pas la vérité de ce que vous êtes. C'est un regard qui a manqué de quelque chose. Et les regards qui manquent de quelque chose n'ont pas le dernier mot sur votre valeur. Vous existez entièrement, même quand personne ne regarde. Et si vous êtes simplement quelqu'un qui écoute les histoires des autres pour mieux comprendre quelque chose sur la sienne, alors je vous remercie d'être là. Parce que c'est ça, au fond, que nous faisons tous. Nous écoutons les histoires des autres pour reconnaître quelque chose de nous-mêmes. Et ce quelque chose que vous avez peut-être reconnu dans mon histoire, je vous encourage à lui faire confiance. Je vous demande une dernière chose avant de finir. Si vous avez vraiment écouté, si vous êtes resté avec moi depuis le hall d'entrée jusqu'à cette nuit de mai et ce fauteuil et cette plaque, laissez-moi un commentaire avec un seul mot. Le mot « lanterne ». Parce que ce mot-là, ce théâtre-là, cette lumière-là, c'est l'endroit où tout a commencé et où quelque chose a enfin pu être vu. Et seuls ceux qui ont vraiment écouté comprendront pourquoi ce mot-là plutôt qu'un autre. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Abonnez-vous pour ne pas manquer les histoires qui viennent, parce qu'il y en a une nouvelle chaque jour ici.
et chacune d'elles est portée par quelqu'un qui a vécu quelque chose de vrai et qui a décidé de le raconter. D'où regardez-vous en ce moment? Quelle ville? Quelle heure? Dites-le-moi dans les commentaires, parce que cette chaîne n'est pas un écran, c'est une conversation. Et les conversations ont besoin des deux côtés pour exister vraiment. De cette vieille femme de Cambrai, au numéro 11 de la rue Saint-Georges, au-dessus d'une boutique de tissus fermée, avec ses géraniums rouges dans la fenêtre et sa grande tasse bleue et sa plaque de chêne sur la cheminée, je vous dis merci. Du fond de ce que je suis, merci. Prenez soin les uns des autres, là où vous êtes. Regardez vraiment les gens qui vous entourent. Posez les questions que vous remettez à demain depuis trop longtemps. Et souvenez-vous que les lumières les plus importantes sont souvent celles qu'on ne voit pas directement, celles qui éclairent depuis le côté, depuis les coulisses, depuis les appartements au-dessus des boutiques fermées, depuis toutes les vies discrètes et essentielles qui font que d'autres peuvent briller sans jamais savoir exactement pourquoi la lumière est si belle ce soir. La nuit de la remise de prix de ma fille, elle m'a dit que j'étais de l'entretien. Quand ils ont appelé mon nom sur la scène, elle a compris que certaines mères passent leur vie dans les coulisses, non pas parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles tiennent le rideau pour que leurs enfants brillent sans tomber.